Bien le bonjour à toi derrière ton écran qui regarde cette vidéo, ou bien le bonjour à vous d'ailleurs si vous êtes plusieurs à la regarder. Si c'est le cas, j'avoue que ça fait plaisir. Si vous n'avez pas vu Black Panther Wakanda Forever et que vous ne voulez pas être spoilé, il ne faut pas rester là, barrez-vous. Ou alors si vous ne l'avez pas vu et que vous vous en foutez d'être spoilé, parce que ça existe, oui, et bien dans ce cas là, vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. En tout cas, il est l'heure pour moi de parler de Black Panther Wakanda Forever avec spoiler. Show them who we are. J'ai déjà fait une critique sans spoiler du film et je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse et si ça vous fait plaisir. Je vais sans doute me répéter sur certains points par rapport à cette fameuse vidéo, mais je vais commencer par dire ce que j'attendais du film. Black Panther Wakanda Forever était un film que j'attendais énormément pour plusieurs raisons. La première étant l'hommage qu'il allait rendre par rapport à la mort de Chadwick Boseman, par rapport à l'histoire qu'il allait développer aussi liée au deuil de tout un peuple, de tout un pays par rapport à la perte de leur roi et de leur protecteur. L'histoire aussi qui allait être dirigée, qui allait inclure justement Namor, un personnage que j'attendais énormément, et par rapport aussi à tout ce qui l'entoure, son peuple, Talokan, etc., etc. Ça me faisait aussi très plaisir d'avoir l'idée de retourner au Wakanda, de retrouver le Wakanda. C'est quelque chose que j'aime énormément, c'est un lieu qui est pour moi emblématique aujourd'hui dans la pop culture de manière générale. Enfin bref, énormément de choses. Et pour être très honnête avec vous, j'étais plutôt confiant. Franchement, j'étais plutôt confiant vis-à-vis de ce film. J'avais pas vraiment de crainte par rapport à ce que j'avais vu dans les trailers. Je me suis épargné tous les TV spots et toutes les futurettes liées à ce film. Bref, verdict, j'ai énormément apprécié ce film qui est pour moi un grand film, grandiose, spectaculaire, qui n'est pas exempt de défauts. C'est pas un film parfait, je le dis tout de suite et je développerai ce point-là plus tard dans la vidéo, mais je le répète, c'est un gros film, un grand film, grandiose, spectaculaire, émotionnellement très fort, très intense, très puissant. On s'y attendait, mais de le voir et de le vivre, c'est autre chose. Pour être très honnête avec vous, j'ai du mal à m'en remettre là encore actuellement, je vous dis la vérité, j'ai encore un peu de mal à m'en remettre. J'ai besoin de le revoir et j'ai besoin d'un moment pour le digérer. Parce que c'est un gros film, il se passe énormément de choses. Il y a d'énormes enjeux, il y a des enjeux politiques, sociétals, culturels. Les deux plus grosses thématiques pour moi du film sont le deuil, bien évidemment, et la vengeance par rapport à Shuri, par rapport à Namor. Enfin, dans l'ensemble, voilà, c'est très émouvant. Vraiment, ce qu'on ressort le plus, c'est l'émotion qui est dégagée dans ce film, de la première minute jusqu'à la toute dernière, littéralement. Pour être très honnête, encore une fois, ce que je ressens là actuellement vis-à-vis du film, c'est un sentiment que j'ai pas ressenti depuis Avengers Endgame, que ce soit pendant et après, surtout après, quand le film s'est terminé, que voilà, je suis sorti de la salle de cinéma, que j'ai repris le cours de ma vie, voilà, pour être un peu mélancolique, c'était particulier, c'était vraiment particulier et j'avais plus ressenti ça depuis Avengers Endgame. Alors attention, je ne dis pas que c'est le meilleur film de la phase 4, pour l'instant c'est trop tôt, c'est trop à chaud pour réellement me le dire. C'est compliqué, je peux déjà dire il est dans le top 3. Il est dans le top 3 des films et je dirais même que je l'ai préféré. Ça va peut-être encore évoluer, hein, je dis pas, mais pour l'instant, actuellement, je le préfère à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc, ça se dispute entre Eternals et ce film, pour moi, au niveau de mes films préférés de cette phase 4. J'en reparlerai plus tard, de toute manière, j'ai réellement besoin de le revoir déjà, ça c'est sûr, et d'avoir un tout petit peu plus de recul le concernant, mais c'est fort, c'est très fort ce que j'ai ressenti pendant ce film. C'est compliqué, je vais faire étape par étape, il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris, l'histoire en elle-même est bonne, voire très bonne, tout n'est pas parfait, que ce soit dans le fond ou dans la forme, mais je vais directement commencer par le début. La scène d'ouverture du film, qui est une séquence, un plan séquence d'ailleurs, sur le moment
d'urgence où T'Challa est entre la vie et la mort presque, et où on est à quelques secondes de son décès, et où on retrouve justement Shuri dans son labo en train d'essayer dans les dernières minutes de créer une herbe cœur synthétique pour pouvoir soigner son frère atteint d'une maladie. Toute cette scène déjà, elle m'a brisé parce que je pensais réellement pas que la mort, du moins la raison du décès du personnage de T'Challa dans le film, dans la diégèse pardon, du film et du MCU allait être expliquée. Franchement, je pensais qu'on allait débuter le film directement en rentrant dans la cérémonie d'honneur, dans la cérémonie d'hommage, les funérailles, qui est la scène justement qui suit cette séquence d'introduction au tout début. Et franchement, c'est une scène voilà, qui m'a brisé dès le départ, ça a annoncé le ton. J'ai été particulièrement touché parce que, comme moi, et comme beaucoup sans doute, personnellement, j'ai été ultra impacté et ému par le décès tragique de Chadwick Boseman, pardon. Donc cette scène-là, le fait que on ait la raison de sa mort, une maladie qui est liée justement à la vraie vie aussi, puisque Chadwick Boseman est malheureusement décédé des suites d'un cancer. Le fait aussi que le personnage, même dans l'histoire, ait décidé de cacher sa maladie jusqu'au dernier moment, ça fait référence aussi à la vraie vie. Enfin voilà, c'était vraiment fort, ça m'a surpris et j'ai d'autant plus apprécié cela parce que ça sert dans le développement du personnage de Shuri. Shuri, je vais commencer par elle directement, qui est le personnage qui a... Enfin, quel voyage de Shuri dans ce film. On s'y attendait, c'était prévu parce qu'en vrai, il y avait des théories, on pouvait imaginer telle ou telle chose par rapport à celui ou celle qui allait être la nouvelle ou le nouveau Black Panther, mais Shuri était très clairement le choix le plus plausible et le plus logique, donc il n'y avait pas vraiment de surprise par rapport à ça. Elle le devient à la fin du film, mais ça ne sort pas comme ça ne sort pas d'un coup, ça arrive à la fin du film, après que Shuri ait parcouru un voyage conséquent, profond, puissant, où il se passe des choses avec de réelles conséquences, et justement cette scène d'introduction, en fait, sert par rapport au personnage de Shuri, puisqu'elle a culpabilisé, elle, qui est un personnage tellement intelligent, doté de ressources presque infinies, la technologie, enfin bref, beaucoup de choses, elle a culpabilisé de ne pas avoir pu aider son frère, d'avoir pu guérir son frère, et ça c'est un sentiment qui va réellement peser pour elle pendant toute une bonne partie du film. Ensuite, la deuxième grosse surprise pour moi de ce film, et pour beaucoup aussi je pense, c'est la mort du personnage de Ramonda, incarné par Angela Bassett, et qui est pour moi non seulement peut-être le personnage que j'aime le plus du film, mais aussi la prestation de l'actrice Angela Bassett. Franchement, elle nous livre quelque chose de puissant, tout le cœur émotionnel est porté par cette femme qui a tout perdu, littéralement tout perdu dans sa vie, que ce soit son mari, son fils. Une première fois, elle pensait qu'elle avait perdu suite à sa première défaite dans le combat rituel face à Killmonger dans le premier film. Et ensuite, voilà, je ne sais plus si elle avait été snappée par Thanos, je crois pas, mais justement son fils, oui. Donc elle avait perdu pendant 5 ans son fils à cause du snap de Thanos. Et puis là, son fils meurt d'une maladie. C'est fort, c'est très fort, c'est touchant. Et Angela Bassett, c'était pas forcément le personnage que j'appréciais le plus justement dans le premier film, hein, la reine Ramonda. Mais dans celui-ci, on s'y attendait. Franchement, elle dégageait quelque chose même à travers les trailers. Et je m'attendais à une prestation très solide de sa part. Mais de voir ça pendant tout le film jusqu'à qu'elle meure, waouh. Mention spéciale aussi à Letitia Wright qui m'a bluffé, que j'ai trouvé vraiment convaincante dans ce rôle. C'était pas non plus voilà, le personnage que j'apprécie le plus du film, de l'histoire du MCU par rapport au premier, etc. Et même par rapport à ses autres apparitions dans les films du MCU. D'ailleurs, il y a un épisode centré sur Shuri dans la série Marvel Studios Legends qui est dédié justement aux personnages qui font l'actualité par rapport à des sorties de films ou des séries, voilà, où on avait des épisodes centrés sur des personnages pour résumer un petit peu ce qui s'est passé les concernant dans le MCU, voilà, un court résumé de leur histoire.
Et l'épisode de Shuri est sorti, il y a même d'ailleurs un épisode sur T'Challa et aussi sur les Dora Milaje, et l'épisode sur Shuri, voilà, qui est censé résumer son histoire. Bon, tu vois qu'il n'y a pas forcément grand chose à raconter, on passe plus de temps sur l'histoire de Black Panther en général et ce qui se passe d'un point de vue général, quoi, que sur elle. Voilà, mais dans ce film, il y a un vrai voyage, il y a une vraie évolution, une vraie construction émotionnelle qui a été faite. Et franchement, bravo parce que ça m'a énormément plu. Et maintenant, Shuri, c'est vraiment un personnage que j'apprécie. Et ce qui m'a aussi beaucoup plu avec ce personnage, et c'est lié justement à la troisième surprise de ce film pour moi, et pour vous aussi, je pense, c'est l'apparition de Michael B. Jordan en Killmonger, le petit caméo du personnage. Et dans la courte apparition qu'il a, il dégage un charisme incroyable qui nous rappelle que dans le premier film, c'était un truc de ouf. Et j'ai beaucoup aimé son apparition et cette scène parce que à première vue, bon, quand je l'ai vu, j'ai hurlé, je vais pas vous mentir. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi en fait elle voit elle dans sa projection astrale, dans sa projection spirituelle après avoir ingurgité l'herbe de cœur. Et ensuite, j'ai réfléchi et plus la scène a avancé, et plus je me suis dit, ah d'accord, c'est cohérent par rapport au ressentiment que Shuri ressent du coup après ce qu'elle a vécu dans le film au moment où la scène apparaît et au moment où Killmonger apparaît, parce qu'elle ressent un sentiment de vengeance, un sentiment de haine que ressentait Killmonger lui-même dans le premier, et c'est même justement la raison pour laquelle il lui dit que c'est moi qui apparaît. Ben voilà, c'est moi qui apparaît et c'est pas ton père, ta mère ou même ton frère, hein, T'Challa, même si ça aurait pas pu se faire puisque Marvel Studios, voilà, avait dit qu'il n'allait pas réutiliser des images ou des trucs de synthèse par rapport à Chadwick Boseman, etc. Cette scène était très stylée par rapport à Killmonger, même par rapport à la mise en scène et tout, où on a justement toute la salle du trône du Wakanda qui s'enflamme, etc. pour mettre en scène la colère, la haine, la vengeance, le feu qui brûle en Shuri. J'ai beaucoup aimé parce que justement ça nous offre un personnage hyper nuancé qui n'est pas tout le temps, enfin qui nous montre que elle n'est pas totalement en accord avec ce qu'était T'Challa, un personnage très noble, très respectueux, justement, et c'est ce que Killmonger lui dit dans la scène, hein, ton frère était trop noble pour vraiment voilà, faire ce que j'ai fait, et elle est à la fois en accord, en fait, sa personnalité balance entre la noblesse de T'Challa et la vengeance que peut ressentir Killmonger. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, qui rendait le personnage de Shuri nuancé, consistant. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. La scène de Killmonger, comme je vous l'ai dit, ça fait partie voilà, d'une des nombreuses grosses surprises de cette histoire. Enfin bref, voilà, j'ai parlé de Shuri, j'ai parlé de Ramonda, prestation incroyable, peut-être le personnage que j'ai le plus aimé dans ce film. La scène au tout début où elle électrifie complètement les Nations Unies face à tous ces députés, tous ces sénateurs. Il y avait dans cette scène la députée de la France et des États-Unis. Quelques petits messages subliminaux, hein, d'ailleurs, quelques petits messages subliminaux envoyés comme ça par rapport à l'histoire réelle de certaines choses qui se sont passées dans la vraie vie, hein, à de certaines époques. Enfin bref, c'était fou. C'était fou. Le personnage aussi que j'ai agréablement bien apprécié pour le coup, c'est Nakia, qui n'était pas forcément le personnage que j'aimais le plus dans le premier film. Je la trouvais sympathique, mais voilà, sans plus, comparé à T'Challa, Killmonger ou même Okoye. Là, dans ce film, je trouve que je l'apprécie plus. Elle a plus de choses à montrer, à dire. Aussi, Lupita Nyong'o est excellente dans le rôle, ça il n'y a pas à dire. De toute manière, en termes de prestations, il n'y a aucun acteur, aucune actrice qui est mauvaise ou autre, non, pas du tout. Ils font tous leur bonne presta. Après, l'intérêt de différents personnages varie selon les goûts et les couleurs, hein, la subjectivité, etc. Et puis ce qui se passe de manière objective pour eux à l'écran. Mais Nakia, j'ai vraiment apprécié ce personnage. Alors, d'un point de vue écriture, il y a une petite facilité d'ailleurs au niveau du film, notamment, c'est au moment où Nakia se retrouve à Talocan pour aller délivrer Shuri et Riri Williams. Je trouve que elle arrive à Talocan un peu trop facilement. Elle prend son espèce de moto sous l'eau là, hop là, elle rentre dans l'eau. 5 minutes après, on la revoit avec Shuri et Riri Williams pour les libérer. Je trouvais que c'était un peu facile, puisque Talocan, on parle quand même d'une cité sous la mer
inconnu de tous, hein, et qui est là depuis pas mal de temps, des milliers d'années. Donc voilà, la petite facilité scénaristique qui est présente, voilà un petit défaut comme ça. Par rapport aux défauts aussi, j'en ai pas parlé par rapport à Shuri, alors bien évidemment elle devient Black Panther, etc. Le costume que j'aime bien, pour le coup, que j'aime beaucoup, il y a le doré qui ressort un petit peu, qui est peut-être en lien aussi avec son côté Killmonger, voilà, qui ressort. Donc ça j'avoue c'était plutôt intéressant. Après d'un point de vue action, et ça c'est un défaut général par rapport au film, c'est vrai que, alors l'action est cool, la mise en scène est bien, mais peut-être que je m'attendais, et peut-être que j'ai été déçu même un petit peu par ce point là, c'est que l'action est cool, c'est sympathique, c'est même bien d'ailleurs, mais ça manque peut-être d'une scène d'action mémorable, impactante, dont tu vas te rappeler. Tu vois, bam, notamment Shuri par exemple. J'ai bien aimé son combat final entre le combat final entre elle et Namor. Justement, c'est un combat qui m'intéressait plus que le combat qui se passait en parallèle entre les Wakandais et les Talokans, enfin en tout cas le peuple de Talokan sur le bateau. Même si, pour le coup, d'un point de vue combat final, j'ai peut-être préféré le combat final de ce deuxième film au premier, là où le premier, il y avait vraiment, voilà, c'était une espèce de bouillie d'effets spéciaux peu convaincante. Là, sur celui-ci, le combat en parallèle entre Shuri et Namor dans le désert, puis le combat entre les Wakandais et le peuple de Talokan sur le bateau en plein milieu de la mer, avec tous les Talokans qui montent le bateau, etc. Enfin voilà, ça arrivait de partout, c'était plutôt intéressant, mais voilà, en termes de mise en scène, c'était pas non plus mémorable, impactant. Voilà, c'est pas non plus fou. Donc voilà, petite déception à ce niveau-là au niveau des scènes d'action, mais après d'un point de vue mise en scène, Ryan Coogler, il a fait du très bon taf, c'est bien réalisé, c'est bien soigné. Beaucoup plus que plein d'autres films du MCU, donc ça fait plaisir. Le fait que j'ai, d'ailleurs, voilà, petite parenthèse, le fait que j'ai autant apprécié le film, il y a peut-être la variable qui compte, qui est que on s'est mangé Thor Love and Thunder et She-Hulk, deux programmes que j'ai pas forcément appréciés, deux programmes devant lesquels j'ai pas forcément pris énormément de plaisir. Donc voilà, l'arrivée de ce Black Panther Wakanda Forever aussi fort, aussi puissant, émotionnellement qu'il soit, ou même visuellement, etc. Retrouver le Wakanda, c'est un plaisir, etc. Donc ça joue peut-être un petit peu, hein, voilà, le fait que on s'est pris l'enchaînement Thor Love and Thunder, She-Hulk dans la gueule. Waouh, c'était chaud, donc ce Black Panther Wakanda Forever, il me fait plaisir intérieurement, voilà, le fanboy Marvel en moi, par rapport à ça, est très content. J'ai parlé de Shuri, j'ai parlé de Ramonda, j'ai parlé de Nakia, des scènes d'action que j'aurais aimé avoir plus en tête. Je vais parler d'un personnage qui m'a pas déçu, mais voilà, j'en attendais peut-être un petit peu plus. M'Baku, alors Winston Duke, intéressant, enfin bien dans le rôle, il n'y a pas de souci. Le personnage, je ne l'ai pas détesté dans le film, c'est juste plus Osef qu'autre chose. Je m'attendais peut-être un petit peu plus de lui, là où dans le premier il n'avait pas non plus un grand rôle, mais il était quand même intéressant, j'ai trouvé. Là dans ce film, ah voilà quoi, s'il n'y a pas la prestation de Winston Duke, bon, on ne se rappellera pas de M'Baku, mais la prestation fait que il était quand même sympathique. Et Okoye, waouh. Okoye, c'est sans nul doute le personnage que j'ai le plus apprécié dans le premier, après T'Challa. C'était vraiment Okoye que j'adorais. Et que j'ai aussi beaucoup aimé par la suite dans ses apparitions dans Infinity War et Endgame. Dans ce film, waouh. Alors, elle a un rôle plus important dans la première partie que dans la deuxième, on va pas se mentir, parce que à partir d'une certaine scène qui était très forte, menée par Angela Bassett, qui fait un discours qui t'a mis les frissons devant le conseil du Wakanda face à Okoye, qui lui dit clairement que voilà, elle est bannie, quoi. Elle a failli à sa tâche de ramener saine et sauve Shuri au royaume, elle qui avait forcé la reine Wakanda d'accepter de la prendre avec elle pour aller aux États-Unis rencontrer Riri Williams. Elle a failli à sa tâche et ouais, ça paye cash. C'était une scène très forte, l'une des meilleures scènes du film pour moi. C'était quelque chose, donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage encore une fois, même si à la fin, voilà, elle arbore la fameuse tenue, et ça va faire partie un petit peu des défauts, la fameuse armure des Midnight Angel, je crois que ça s'appelle comme ça dans le film. Alors je suis pas contre l'idée de créer des armures pour les Dora Milaje, des armures plus sophistiquées, plus puissantes pour affronter le peuple de Talokan. Après, est-ce que je
fan du fait que le Wakanda construise des armures à la Iron Man, pas forcément. Pas forcément. Et puis d'un point de vue design, alors c'était plutôt réussi. Même si, je sais pas, il y avait un côté trop... un côté assez too much. Il y avait un côté assez too much qui me dérangeait un petit peu. Pareil avec le personnage de Riri Williams, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais Riri Williams qui est introduite dans ce film pour la première fois au sein du MCU, qui aura ensuite sa série solo l'année prochaine, ben, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'introduction de ce personnage. On sait peu de choses, hein. On sait peu de choses la concernant, il y a très peu d'exposition vis-à-vis d'elle. Son énergie et sa légèreté, c'est elle justement qui remplace Shuri sur ce rôle de la petite jeune mignonne et légère, on va dire, et intelligente hein, d'ailleurs. Par rapport au premier film, c'était plutôt cool. J'ai d'ailleurs bien aimé le duo hein, voilà, entre Letitia White et Dominique Thorne. Les deux actrices avaient une certaine alchimie qui était plutôt sympathique. Et voilà, j'ai bien aimé Riri Williams justement dans ce film, qui sert de second couteau certes, mais qui a quand même son utilité par rapport à la liaison qu'elle a avec indirecte avec Namor. Et puis aussi, j'ai bien aimé voilà, la petite scène à la fin où elle réfléchit avec Shuri à un plan pour affaiblir Namor et pouvoir arriver à l'éliminer quoi tout simplement. Donc voilà, une très bonne introduction et beaucoup mieux d'ailleurs, beaucoup plus appréciée que celle d'America Chavez dans Doctor Strange et The Multiverse of Madness pour comparer un petit peu les deux, la petite touche de nouveaux personnages jeunes et rafraîchissants et avec une certaine tonalité légère. J'ai plus apprécié Riri Williams que America Chavez, donc j'ai très hâte de voir sa série sur ce personnage l'année prochaine où on en découvrira un petit peu plus, qui sera d'ailleurs produite par Ryan Coogler. Ça vaut ce que ça vaut, voilà, mais je trouve que ça peut potentiellement peser son pesant de cacahuètes. J'ai parlé de Riri Williams, et par rapport à ça d'ailleurs, j'étais sur les effets spéciaux, sur les tenues, les costumes, les armures, etc. L'armure d'Iron Heart, la première qu'elle a créée dans son garage à elle, dans la première partie du film, très bien, voilà, on sent que c'est la première armure, la Mark I, hein, on va l'appeler comme ça, faite de bric et de broc par elle-même. C'était bien. Par contre, celle qu'elle a à la fin du film, bon, elle est bien, peut-être même trop parfaite, trop lisse, trop belle. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être, je sais pas moi, des taches de peinture de rouge un petit peu sur le noir, qu'on voit qu'elle a fait ça à la main avec de la bombe, etc. J'avoue qu'elle était trop parfaite. C'est une armure en vibranium, chose que n'avait pas Iron Man pour le coup. Donc voilà, il y a le step-up par rapport à ça. Même si Iron Man reste le GOAT, hein, on peut se le dire tout simplement. Voilà, l'armure un peu trop parfaite, un peu trop cheatée, et c'est bien d'ailleurs qu'à la fin, Shuri décide de lui dire que non, voilà, elle va pas la garder, elle va rester au Wakanda précieusement, et tu vas repartir chez toi sans cette armure, tout simplement. Bref, on va parler de Namor. On va parler de Namor. Avant ça, on va parler de Ross et de Valentina Allegra, vite fait, très vite fait. Cette vidéo va être très longue, je le sais d'avance. Valentina Allegra Desfontaines qui fait un caméo dans ce film, qui fait plus qu'un caméo d'ailleurs, qui a un certain temps d'écran, alors pas énorme, hein, comme Ross d'ailleurs, qui est pas très utile, qui est cool. Martin Freeman dans le rôle est plutôt, voilà, il apporte quelque chose de naturel et tout, c'est bien. Il sert au début pour donner le petit tips à Shuri, à Okoye par rapport à Riri Williams, vu que c'est elle qui a confectionné la machine qui a servi à la CIA d'aller chercher dans les profondeurs de l'océan du vibranium, voilà, dans les terres de Namor, hein, voilà ce qui l'a fait chier, hein, clairement, à Namor. Plutôt, voilà, sympathique Ross, et puis sympathique aussi Valentina Allegra Desfontaines. Je ne sais pas si son apparition sert à teaser quelque chose par la suite, très certainement, par rapport au gouvernement américain qui va faire la guerre au Wakanda et qui va peut-être, du coup, ça peut peut-être mener à ça, ça va peut-être mener la future équipe des Thunderbolts, dont justement Valentina fera partie, hein, ce sera sans doute elle la tête pensante, la fameuse Nick Fury de l'équipe. Peut-être que les Thunderbolts vont aller se confronter au Wakanda directement, ou du moins ça va être ça leur première mission, et ça va être ça le speech du film, peut-être, j'en sais rien, mais bon, on la retiendra pas forcément, cette fameuse Valentina Allegra Desfontaines qu'on avait déjà vue dans Falcon and the Winter Soldier et dans Black Widow, la scène post-générique, pour faire le lien avec Hawkeye. Bref, j'ai parlé de tous les personnages que j'ai grandement apprécié, d'autres moins. On va parler de Namor, le méchant principal de ce film. Voilà, on pouvait faire des théories sur qui était réellement derrière le conflit entre le Wakanda et Talokan. Ben, c'est Namor, tout simplement Namor, il n'y a que lui, c'est lui la menace principale du film. Et quelle menace, je trouve que Tenoch Huerta, alors c'est pas la prestation qui m'a le plus sauté aux yeux à la fin du film, il est cool, il est solide en Namor, ça y a pas de souci.
Alors, en tant qu'antagoniste, pardon, il est très bien. Il est très bien, c'est un très bon méchant. Il s'inscrit selon moi peut-être dans la catégorie des meilleurs méchants du MCU. Après, c'est pas bien compliqué parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de méchants vraiment mémorables et forts. Et quand je dis fort, c'est pas d'un point de vue puissance, mais c'est juste d'un point de vue histoire, motivation et aussi fait d'armes. Justement, Killmonger dans le premier, il tue tout le monde, il tue Zuri, il tue sa copine plus Ulysse Klaue, il a tenté de tuer T'Challa. Enfin, c'est quand même conséquent. Dans ce film, Namor, bah, il est à l'origine de la noyade de Ramonda, quand même, c'est pas rien. Et puis il fait du sale, c'est cool. Les mises en scène, pour le coup, les mises en scène des scènes d'action avec lui, quand il vole et tout, même si au niveau des effets spéciaux, et c'est peut-être un petit défaut que je vais reprocher au film aussi, c'est qu'au niveau des effets spéciaux, bah, parfois c'est douteux au niveau des fonds verts, des incrustations, etc. Pas mal de fois quand on voit Namor voler d'ailleurs en pleine action, mais dans l'ensemble ça reste convaincant, il n'y a pas de souci. Et puis Namor, voilà, d'un point de vue personnage, donc voilà, j'ai déjà dit, très intéressant en termes de vilain, même si, bon, voilà, c'est quoi ses motivations? C'est de protéger son peuple et de se venger des humains. Donc voilà, pas très subtil comme motivation, mais efficace. J'ai beaucoup aimé, donc, par contre, au niveau des costumes, et c'est ce que justement a apporté l'adaptation et l'origine même de Namor et de son peuple, les Talokan, qui est une inspiration, on le savait d'avance, hein, qui est une inspiration liée à la culture mayenne peut-être, je sais pas comment on dit maya, je pense. Ça, je trouve que c'est une excellente idée, alors que c'est très différent des comics. Ça, il n'y a rien à dire, c'est pas du tout comics accurate, comme on peut le dire, mais je trouve l'idée excellente. Et d'ailleurs, on a l'origin story, non seulement de Namor, mais aussi de ce peuple dans le film, chose dont je m'attendais pas forcément, d'ailleurs. Je savais qu'il allait y avoir de l'exposition, qu'elle allait être faite avec ce personnage, et ce peuple, supposément, mais pas autant. Pas autant, on a littéralement l'origin story de Namor, voilà, il raconte que sa mère autrefois voilà, habitait, alors je sais plus où est-ce que c'était, en Mexico ou je sais plus, mais en tout cas voilà, en Amérique latine, et que elle était enceinte de lui et qu'elle a ingurgité une espèce de pierre de fleur qui a poussé sur du vibranium qui l'a poussé à muter, que ce soit sa mère ou même lui. C'est pour ça qu'il a les oreilles pointues et des petites ailettes aux chevilles, et c'est pour ça qu'il est puissant, etc. C'est un mutant, d'ailleurs, la première fois que le mot mutant, le terme mutant, mais littéralement mutant, est employé dans le MCU. Ça fait quelque chose. Dans Miss Marvel, Bruno avait dit gène qui a muté, ou une espèce de mutation. Il avait dit mutation, mais il n'avait pas dit le mot mutant. Même dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec le Charles Xavier, on n'avait pas entendu le terme mutant, donc là il l'a employé, c'est cool. Donc voilà, Namor est un mutant, le premier mutant d'ailleurs, je pense. C'était cool par rapport à ça, donc vraiment l'origin story et l'exposition faite par rapport à lui et sur la culture autour de tout ça, moi j'ai ultra kiffé. Alors Aquaman, Namor et Aquaman seront comparés, ils ont même déjà été comparés, on n'a pas attendu les films pour ça. Et par rapport à ce qui a été fait en film les concernant, alors c'est compliqué de juger réellement parce que Aquaman, lui, il a eu réellement son film. Namor, il est dans Black Panther 2, mais c'est pas son film à lui. Déjà, d'un point de vue personnage, personnellement, je préfère Namor à Aquaman vis-à-vis de ses motivations et ce qu'il fait, etc. Après, d'un point de vue univers, j'aime beaucoup le Atlantis de Aquaman, où on est sur quelque chose de très coloré, de très fantastique, de même futuriste par moment, par rapport à Atlantis. Là où, par rapport à Talokan dans Black Panther Wakanda Forever, on est plus sur quelque chose de très réaliste, qui fait très cité perdue, sous la mer, presque ruine. En tout cas, c'est beaucoup plus réaliste, c'est pas très lumineux, c'est peut-être ce qui a sans doute dérangé certaines personnes par moment. J'avoue que j'aurais peut-être plus kiffé, j'aurais plus kiffé de passer plus de temps sur Talokan, découvrir ce peuple, etc. Ça arrivera peut-être si Namor a un projet solo à lui, ça pourrait être grave cool et il en a le potentiel réellement. Et en plus, par rapport à la fin, ça peut utiliser potentiellement quelque chose d'intéressant pour lui plus tard, parce qu'on est réellement sur... Est-ce qu'on est réellement sur un méchant même jusqu'à la fin? Bah, je dirais presque quand même, parce que oui, il accepte de se soumettre et de s'allier au Wakanda, mais à la fin, il a quand même toujours une idée derrière la tête. Donc voilà, mais en tout cas, si
personnage de Namor a droit à son projet solo, genre je sais pas quoi, un film, une série ou un projet spécial, moi je dis oui, dans tous les cas pour passer plus de temps avec lui et surtout dans les profondeurs de Talocan, vraiment. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Namor. Après, pour le reste de son peuple, que ce soit même Atuma et Namora, ou Amora, je sais plus, Namora je crois, qui sont les deux autres Talokiens, je sais pas comment on dit les termes par rapport à ce peuple. Bah, ils sont pas forcément très intéressants. Et puis le reste en eux-mêmes, voilà, parce que ça manque d'exposition sans doute. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé Namor dans le film. Et puis l'aspect visuel qu'apporte son univers à lui permet au film de tirer son épingle du jeu et d'apporter un petit plus par rapport à ce qui avait été amené dans le premier Black Panther. J'aime beaucoup aussi qu'on passe plus de temps dans les rues du Wakanda. Chose qui n'était pas forcément le cas dans le premier, à part peut-être dans une scène entre T'Challa et Nakia au début et à la fin, vraiment, mais juste une petite ruelle. Là, j'avoue qu'on passe peut-être un tout petit peu plus de temps et ça me fait plaisir vraiment, voilà, auprès de la population du Wakanda en train de vivre une vie quotidienne, etc. C'était plutôt intéressant, donc j'ai vraiment adoré. Et puis la BO, j'ai pas parlé de la BO depuis tout à l'heure. Ludwig Göransson revient à la BO de ce film, voilà, la composition musicale et quel compo encore une fois mémorable. Est-ce que c'est aussi mémorable que le premier? Je sais pas, parce que bon, voilà, le premier était quand même un vent de fraîcheur, tu vois, et qui apporte quelque chose de tout nouveau, là où Ludwig Göransson, même s'il apporte de nouvelles sonorités, de nouvelles musiques dans ce film, il reprend quand même une certaine base qu'il avait créée dans le premier, mais ce qu'il crée justement dans celui-ci, c'est des sonorités qui sont inspirées, et qui sont même littéralement, hein, d'ailleurs, un genre musical qu'on appelle Amapiano, qui est un genre musical assez récent, qui a été créé en 2012 en Afrique du Sud, qui est une espèce de house, rap, voilà, avec des sonorités un petit peu jazz, qui vient d'Afrique. Et on entend quelques passages, quelques notes de ce genre-là dans ce film. Et waouh, franchement, la BO musicale, elle est folle encore une fois, par Ludwig Göransson pour ce film. Il n'y a pas Kendrick Lamar en collaboration pour celui-ci, mais en tout cas, la BO fonctionne très très bien. Et même voilà, les scènes, il y a une scène une musique que j'aime beaucoup, vous aussi sans doute, c'est le moment où le peuple de Talocan hypnotise leur adversaire par leur chant, par leur son. Ça fait très sirène, je crois. Comme ça, je suis pas du tout un expert en tout cela. Et j'ai beaucoup aimé parce que ça apporte une certaine sonorité vraiment, voilà quoi, reconnaissable tout de suite. Tout de suite, on sait d'où ça vient. Ça vient de Black Panther, ça vient de Wakanda, ça vient du peuple de Talocan. Et voilà, c'est impactant et ça sert à iconiser, voilà, c'est le terme. Que ce soit les scènes, les lieux, les personnages, et puis les instants, tout simplement. Donc Ludwig Göransson, bravo. J'ai parlé, voilà, des personnages, de l'histoire en elle-même, qui est, je le répète, très émouvante, très bonne aussi, avec de réels enjeux, je l'ai déjà dit, politiques, sociétales, culturels, très très fort. C'est lourd, le film est lourd. Il est lourd en termes d'histoire, de conséquences, d'impact, tout du long, du début jusqu'à la fin. Il y a de l'humour dans le film, mais c'est un humour qui est très dosé. C'est un humour qui est très précis selon les situations et selon les personnages, comme par exemple, voilà, Riri Williams, il y a une certaine forme de légèreté qui est faite avec ce personnage. Avec Shuri aussi, j'ai bien aimé le duo Shuri-Okoye pendant une certaine partie du film, justement, où ils n'arrêtaient pas de se taquiner, de se vanner. C'était cool, mais toujours, voilà, sans réellement pousser le bouchon à fond, comme on pouvait retrouver dans un Thor Love and Thunder. Après, c'est deux films différents, mais voilà, je suis beaucoup plus friand de ce genre d'humour-là. Pas du tout poussé, mais voilà, présent un tout petit peu quand il faut, un petit peu subtil sur les bords, qu'un truc ultra forcé, ultra assumé, ultra appuyé dans Thor Love and Thunder, mais voilà, c'est totalement subjectif. Waouh, que dire de plus sur ce film? Je pense que j'ai tout dit. La fin du film, waouh, la toute dernière scène, avant la scène post-générique. Je parlerai de la scène post-générique plus tard dans une prochaine vidéo par rapport à l'avenir de Black Panther, etc. Enfin voilà, on en parlera plus tard. Raison de plus pour s'abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir si vous êtes restés jusque-là, parce que je pense que la critique dure assez longtemps. Excusez-moi, j'ai pas mal de choses à dire. La toute dernière scène de fin, où on a, où on a Shuri au bord de la plage, à côté d'un feu de camp, et qui regarde l'horizon avec le soleil couchant, se remémorant
des souvenirs de son frère. Et à ce moment-là, en parallèle, on a des flashbacks du premier Black Panther avec T'Challa et avec les scènes de complicité avec sa sœur au moment où il se check, etc. Et on a Shuri qui pleure cette toute dernière scène avec la musique qui va derrière en plus. La musique qui va derrière, qui te prend au trip, qui m'a pris au trip. Elle m'a brisé cette scène. Cette scène, voilà, elle m'a brisé. Le film, dès sa première séquence, il m'a brisé et il m'a annoncé le ton. Et puis jusqu'à la toute dernière scène, jusqu'à celle-ci, c'était fort. C'était fort. Waouh. Comme je l'ai dit, il va me falloir un certain temps pour le digérer. Mais j'ai réellement ultra kiffé ce film qui n'est pas parfait. Voilà, d'un point de vue scénario, il y a certaines facilités par-ci, par-là, qui sont voilà, un petit peu dérangeantes selon certains. Moi, voilà, la facilité vis-à-vis de Nakia, ça m'a un petit peu dérangé. J'aurais aimé passer plus de temps sur Talokan. Certains effets spéciaux qui sont pas foufou à des moments, une mise en scène notamment au niveau des scènes d'action qui auraient pu être plus mémorables, et des personnages qui sont pas inintéressants mais qui sont un petit peu osef tels que Ross et M'Baku malheureusement. Mais sinon voilà, sur tout le reste c'est quelque chose. Et puis le film est long, quand même. Voilà, ce serait le dernier point, petit point négatif que je mentionnerai. Le film est long, il fait 2h40. Alors moi j'ai pris mon pied du début jusqu'à la fin, littéralement. Il n'y a rien à changer, mais tu les sens passer. Les 2h40, tu les sens passer. En tout cas pour le premier visionnage. Mais dans l'ensemble, je le répète, c'est un film que j'ai... Waouh, puissant, intense, fort. Il figurera à tout jamais dans le cercle très fermé des films à part du MCU, selon moi. Voilà, il est à part. L'histoire qu'il met en avant, l'hommage qu'il représente et qu'il met en avant est fort. On s'y attendait, mais de le voir, je le répète, c'est autre chose. Merci Ryan Coogler. Merci Ryan Coogler. Merci tout le casting de ce film. Merci toutes les équipes qui ont travaillé derrière ce film. Je le dis haut et fort. Je m'en fous, je suis un fanboy, mais je m'en fous. Je le dis haut et fort. Merci pour ce film. Je suis fier de vivre dans un monde où Black Panther existe. Et je suis fier de vivre dans un monde où Black Panther Wakanda Forever existe. Voilà, je conclurai cette vidéo là-dessus. Et je terminerai en disant que l'absence de Chadwick Boseman se fait ressentir. Son charisme naturel et sa prestance noble se fait ressentir et manque au film, mais je dirais que ça sert l'intrigue, ça sert l'histoire et ça sert ce que adresse comme message ce film, qui parle de deuil et de vengeance. Voilà. Ça a été très long, je pense. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Vous êtes vaillants si vous l'avez fait et je vous en remercie grandement pour le soutien. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches.